Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Pierre-Yves Bier, je suis le directeur partenariat territoire de la Société du Canal, donc au sein de l'organisation de l'équipe de maîtrise d'ouvrage, hein, puisqu'on est, on s'appelle société, mais on est un établissement public local, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, on est une équipe d'une centaine de personnes. Comme vous pouvez l'imaginer, on a beaucoup de... La sphère technique est très présente, hein, beaucoup d'ingénieurs, aussi bien ingénieurs dans le domaine des travaux publics, mais aussi ingénieurs dans le domaine de l'environnement. J'y reviendrai assez abondamment dans le cadre de cette présentation. Et puis, eh bien, une partie de l'équipe se consacre à finalement faire toute l'articulation entre le projet dans sa dimension technique, environnementale et le territoire dans lequel il s'implante, dans lequel il s'insère. Et donc, notre rôle, c'est un rôle en quelque sorte de médiation finalement. Un rôle d'intermédiaire entre le projet qui se précise progressivement, et là aussi je vais m'appliquer à vous expliquer cela, et finalement l'ensemble des attentes, des interrogations, des craintes également de l'ensemble des acteurs du territoire où le canal va s'insérer. Donc, je tiens d'abord à remercier l'association des professeurs d'histoire-géographie de nous avoir conviés, d'avoir mis ce thème du canal Seine-Nord-Europe eh bien, à l'ordre du jour de cette journée d'études. C'est un sujet qui est très très vaste et qui finalement est multi-entrée, hein, par rapport à toute une série d'enseignements, de programmes que vous pouvez avoir dans les différents niveaux, depuis sans doute la fin de primaire, le collège et le lycée. Évidemment, on peut avoir des entrées sur les aspects techniques, les aspects des métiers, on peut avoir des entrées sur les enjeux de développement durable, les enjeux de mobilité durable, de transition écologique, et finalement le canal il aborde un petit peu tous ces sujets-là. Et donc c'est à travers un peu l'exposé que je vais faire, et je serai évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions, et pour ceux qui participent à la visite du chantier cet après-midi, on pourra évidemment prolonger les échanges, vous expliquer un petit peu ces différentes facettes. Donc j'aurai 5 points là, dans ma présentation. D'abord, vous donner un petit peu des grands repères finalement, en repartant de l'objet même du canal Seine-Nord-Europe, c'est-à-dire le développement du transport fluvial. Donc je vous parlerai un petit peu du transport fluvial, des différentes étapes, également de conception du projet. Si les travaux aujourd'hui ont démarré sur ce projet, c'est que c'est le fruit de tout un processus très long d'études, de concertation, de procédures administratives et de discussions sur les aspects liés au financement, naturellement. Et donc tout ça, c'est intéressant de le remettre en perspective. Ensuite, je vous ferai un état très concret de l'avancement du projet et puis des perspectives. Donc là, il y aura surtout beaucoup d'images pour illustrer un petit peu où nous en sommes. Et puis, on prendra un petit peu de hauteur là, par rapport au chantier, en remettant aussi en perspective le canal par rapport à l'ensemble des aménagements qu'il va susciter autour de la voie d'eau. Parce qu'une infrastructure comme un canal, c'est pas un tuyau étanche sur son territoire, c'est au contraire, tout le contraire, c'est quelque chose qui est très intégré au territoire, donc avec des entrées possibles sur l'infrastructure ou le long de l'infrastructure. Et j'évoquerai à ce stade également l'initiative qu'a pris la région de France de développer ce qu'elle appelle une directive régionale d'aménagement, et je vous en parlerai également. Et puis enfin, je finirai sur les aspects, on va dire, socio-économiques, ou plus exactement de retombées. Un grand chantier comme ça, c'est la mobilisation d'énormément de personnes, de tout un collectif, d'entreprises, d'habitants, et donc comment tout ça, on essaye de l'organiser avec différents partenaires pour que le projet soit une réussite collective, ce qui est l'objet même et le but du maître d'ouvrage que nous sommes. Donc sur le premier point, le transport fluvial. Alors pourquoi on s'intéresse aujourd'hui au transport fluvial, peut-être plus que durant les 40 dernières années? C'est parce que évidemment on est un peu à la croisée du chemin sur
nos modèles de développement. On a à la fois un besoin d'échange, même si ça peut être discuté, mais aujourd'hui, ben, l'économie, elle est basée sur des échanges, mais c'est pas d'hier et c'est pas où je vais l'apprendre. Et puis, depuis finalement plusieurs dizaines d'années, ben, ces échanges se font essentiellement par la voie routière, avec toutes les difficultés que ça pose. Et donc, eh bien, les modes alternatifs à la route, que sont les modes massifiés, c'est-à-dire les modes qui peuvent transporter un grand volume de marchandises en un seul tenant, donc le ferroviaire. Et pour ma part, j'y ai travaillé pendant une dizaine d'années. Et donc le transport fluvial, eh bien évidemment, on les regarde davantage pour pouvoir participer de ces pratiques plus vertueuses au regard des enjeux de notre temps, qui sont évidemment des enjeux liés au changement climatique, mais aussi bah, aux enjeux économiques et socio-économiques de nos territoires. Donc le transport fluvial, il est séculaire, mais il est moderne. Souvent on dit oui, c'est un vieux mode, c'est un mode dépassé. Le Canal Seine-Nord, c'est un projet du passé. Eh bien, on est tout un certain nombre à penser qu'au contraire, c'est un projet qui est extrêmement moderne par rapport aux enjeux de notre temps, et il se base sur un mode qui lui-même a su évoluer au fil des années, se moderniser. La batellerie, on pourra en parler tout à l'heure, et elle aussi s'est adaptée au fil du temps. Ce n'est plus la batellerie de l'homme du Picardie, hein, on a tous connu ce feuilleton des années 70. On a aussi des nouvelles générations qui arrivent avec leurs idées, avec le souhait de travailler aussi sur des engins et des bateaux qui sont modernes. Et en tout cas, il y a quelque chose qui demeure dans le transport fluvial, c'est un mode de transport sûr. C'est un mode de transport où il y a très très peu d'accidents. Ils peuvent se produire, hein, en particulier sur les fleuves, où là on a des courants qui sont plus importants. Sur des canaux, c'est beaucoup plus rare, parce que là, effectivement, on n'a pas ces phénomènes de variation de courant. Et du coup, c'est également un mode qui est très très fiable et qui est donc très capacitaire. Fiable parce qu'un bateau qui part de Dunkerque, on sait très précisément à quel moment il va arriver, par exemple, à Noyon, au port de Noyon, ce qui est moins le cas sur d'autres modes, en particulier le mode routier, où là, il peut y avoir effectivement des aléas, notamment dans des secteurs congestionnés, comme on le connaît, par exemple, dans le nord de la France, en Île-de-France, ou dans une partie de l'Europe, en particulier le Benelux. Donc ça, c'est très important, hein, au-delà de la question du transit time, du temps de trajet, où là, effectivement, c'est un mode lent, on va dire, mais en revanche, les chargeurs, les industriels, ils recherchent beaucoup de fiabilité. C'est un mode qui est capacitaire, donc sur un bateau, on est capable d'emporter un grand volume de marchandises, et de ce fait-là, il est très performant aussi bien du point de vue des émissions de CO2 que du point de vue énergétique. Sur les émissions de CO2, alors c'est variable en fonction de la taille du bateau, et c'est l'un des enjeux du canal, justement, j'y reviendrai. Eh bien, c'est entre 3 et 5 fois moins de CO2 émis à la tonne transportée. Et puis, l'efficience énergétique à la tonne transportée, elle est également très en faveur du fluvial, de l'ordre de 3 à 4 fois pour les bateaux les plus grands par rapport à la route, et donc en équivalent pétrole, tonne équivalent pétrole, nécessaire pour transporter donc une tonne de marchandises. C'est un mode de transport qui, de ce fait, et du fait de sa capacité à massifier les marchandises, est économique. C'est-à-dire, à un moment donné, si dans un camion, on peut mettre 25 tonnes, dans un bateau, le plus petit de marchandises, c'est déjà 350 tonnes ou 250 tonnes, en fonction de la capacité d'enfoncement du canal. Et puis, on peut aller donc jusqu'à des convois de 4400 tonnes. Et donc, plus on massifie, plus à la tonne transportée, finalement, on peut offrir aux chargeurs, aux logisticiens des coûts de transport qui sont performants. Et ça, c'est de la compétitivité pour les productions. Une tonne de céréales qui est cultivée ici dans le Noyonnais ou dans le Santerre, et qui va par exemple à Rouen ou à Dunkerque, ou sur des usines de transformation qui peuvent être dans le Nord ou en Belgique, eh bien, par rapport à la route et par rapport aux petits bateaux qu'on connaît aujourd'hui, sur des bateaux plus importants, tels qu'ils navigueront sur le canal Seine-Europe, c'est une économie de 3, 4, voire 5 euros à la tonne, sur un coût qui est aujourd'hui de l'ordre de 14 euros, 13, 14 euros la tonne, par exemple, pour faire un langue voisin dans la Somme vers Rouen. Si vous tombez à 8 ou 9 euros, évidemment, c'est de la compétitivité
pour les productions. C'est un mode qui est par définition multimodal, c'est-à-dire que ça arrive, mais il est quand même assez rare qu'il y ait à la fois au départ et à l'arrivée une entreprise qui soit au bord à canal. Ça arrive, hein, encore une fois. Mais évidemment, la plupart des entreprises sont un petit peu plus éloignées de la voie d'eau, et donc c'est un mode multimodal. Et l'intérêt du fluvial, c'est d'être utilisé là où il est performant et en complémentarité, principalement donc avec la route, qui va permettre de faire le transport initial, le transport terminal depuis l'endroit où est basée l'entreprise, le port intérieur, le port fluvial, et ensuite le destinataire. Et donc, le transport fluvial est clairement perçu hein, au niveau européen, au niveau national, dans les politiques qui sont menées, comme un levier pour la décarbonation des transports. C'est un des grands enjeux, là aussi, de notre temps. Et puis, j'y reviendrai, c'est un enjeu pour relocaliser les productions, parce qu'on se rend compte que sur les grands corridors fluviaux, eh bien, c'est très attractif pour structurer toute une économie autour de ça, et on le voit en particulier chez nos voisins du Benelux et de l'Allemagne. Donc le transport fluvial, il s'opère avec des bateaux de tailles différentes hein, qui sont adaptés aux différents réseaux. Ce qu'on a tous en tête, parce que c'est ce qui circule le plus aussi dans notre région, eh bien c'est la péniche dite Fraissinet, hein, donc normalisée par Monsieur de Fraissinet, donc ministre des Travaux publics à la fin du 19e siècle, la Troisième République, qui a marqué la voie d'eau, hein, puisque c'est lui qui a harmonisé le gabarit des canaux à l'époque. Hein, donc son nom est resté associé aux canaux de type Fraissinet, donc la péniche Fraissinet. Et puis on a également des bateaux un petit peu plus grands, des bateaux parfois qui sont spécifiques à des canaux qui eux-mêmes ont des gabarits spécifiques. C'est le cas ici entre l'Oise et le nord de la France, avec le canal du Nord, qui est un gabarit hybride. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est une des questions une raison pour laquelle eh bien, existe le projet de canal Seine-Nord-Europe, c'est que ce canal du Nord, conçu à la fin du 19e siècle, mais mis en service uniquement en 1965 du fait de l'histoire, et en particulier des deux guerres mondiales, eh bien, est un gabarit finalement qu'on ne retrouve nulle part en Europe et qui crée goulée d'étranglement entre les différentes portions du réseau. Puis après, on a effectivement d'autres bateaux qui sont adaptés à des voies plus importantes. Hein. On considère le petit gabarit pour des bateaux allant jusqu'à 1000 tonnes, le grand gabarit pour des bateaux au-dessus de 1000 tonnes, et en l'occurrence, en Europe, qui peuvent aller jusqu'à 4400 tonnes, voire dans certaines circonstances un peu plus. Mais en France, en tout cas, on est au maximum à 4400 tonnes. Pour bien mesurer un peu l'intérêt que ça représente, quand on parle de report modal, si vous prenez un automoteur, un grand automoteur, hein, c'est des bateaux qui navigueront assez fréquemment sur le canal Seine-Nord-Europe, donc 135 mètres, c'est ce qu'on voit beaucoup sur le bassin rhénan, par exemple, 11 mètres 40 de large, il charge 3500 tonnes d'à peu près de marchandises. Eh bien, c'est comme si vous aviez, si vous avez sur une demi-heure, vous avez deux bateaux qui passent comme ça. Eh bien, c'est comme si vous aviez devant chez vous un camion de 25 tonnes qui passe toutes les 9 secondes. Donc, c'est assez parlant sur ce que peut apporter le transport fluvial. Le transport fluvial, il est aussi, c'est le petit graphique que vous avez à droite, c'est plus lisible, mais je vais rapidement vous le commenter. C'est qu'en fait, en fonction du gabarit du bateau, vous avez des coûts de transport qui s'abaissent. Donc, ce que vous voyez en gris bleu clair, la courbe la plus élevée, eh bien, ce sont des bateaux de petits gabarits, et la courbe qui est la plus basse, puisqu'en ordonnée, vous avez les coûts de transport, et en abscisse, la distance de transport. Et donc, plus vous avez un bateau grand, et plus au fur et à mesure que la distance s'allonge, vous avez un avantage économique. C'est un des enjeux, évidemment, du canal Seine-Nord-Europe par rapport au réseau des canaux existants. Un mot sur la situation du transport fluvial en Europe et en France. Donc c'est un mode de transport qui est significatif hein, à l'échelle de l'Europe. C'est plus de 7% de part de marché. Alors évidemment très très loin derrière la route hein, qui est largement au-dessus de 80%, le rail faisant le reste. Là c'est des statistiques hors oléoduc. Mais c'est très variable suivant les pays. Évidemment, on a les pays du Benelux qui sont très en pointe, en particulier les Pays-Bas, où là, c'est sans le fluvial, les Pays-Bas, ça serait tout juste pas vivable, en quelque sorte. Hein. 45% de part de marché pour le transport fluvial. Évidemment, la géographie aide quand même pas mal, mais on voit que dans d'autres pays qui ont une géographie un petit peu plus proche de nos territoires à nous, hein, la Belgique ou l'Allemagne, eh bien, c'est déjà des parts de marché qui sont très significatives.
On a aussi, nous, en France, hein, un réseau, c'est quand même, il faut le rappeler, après la Russie, c'est le premier réseau européen, avec 8500 km, 6700 km exploités par Voies navigables de France. Donc c'est là que se déroule l'essentiel du trafic fluvial. Eh bien, ben, on a des bassins qui sont des bassins à grand gabarit, la Seine, la Moselle, le Rhin, les grands canaux du Nord-Pas-de-Calais, aménagés dans les années 60-70. Où là, du coup, ben, comme le transport fluvial peut s'appuyer sur un réseau qui est performant à grand gabarit, ben, il arrive à capter une part de marché qui est assez significative, vous voyez, de l'ordre de 8 à 20%. Hein. Le Rhin donc, est un peu particulier compte tenu de sa dimension, c'est encore au-dessus. En revanche, la faiblesse du réseau français, c'est qu'il est relié par des canaux, donc ce qu'on appelle des canaux de jonction entre les bassins, qui sont des petits canaux, donc des canaux à petit gabarit, donc soit Fraissinet, c'est le cas le plus fréquent, soit sur l'axe nord-sud, donc entre le bassin seine-oise et le réseau du Nord-Pas-de-Calais, le canal du Nord à 750 tonnes. Et là, donc, ça crée goulet d'étranglement, on perd en compétitivité. Il y a de moins en moins de bateaux, en plus, qui sont de petits gabarits, parce qu'effectivement, ceux qui se lancent dans le métier ont envie d'avoir des espaces de vie aussi, hein, plus importants. Sur un Fraissinet, c'est super mignon, mais vous avez à peu près 40 mètres carrés de vie. Sur un bateau de 110 mètres, vous avez 100 mètres carrés pour vivre avec votre famille. Donc, on peut comprendre aussi que les uns et les autres, et les bateliers en particulier, aient aussi envie d'un cadre de vie le plus agréable et adapté possible. Et donc, du coup, bah, ça se ressent sur les parts de marché, puisque si vous voyez, sur la nord-sud, on est à peu près à 2 millions de tonnes, hein, ça a pas mal baissé du fait de la réfraction des bateaux, notamment. Eh bien, on est à 3% à peu près de part de marché de la voie d'eau. Donc, on est beaucoup moins que ce que ça pourrait être du potentiel. Et donc, c'est évidemment, vous voyez venir tout l'enjeu du canal Seine-Nord-Europe. Donc, en effet, le canal Seine-Nord-Europe, il vise à lever le goulet d'étranglement qui existe entre le bassin de la Seine à grand gabarit et le réseau européen, réseau du nord de la France, qui est à grand gabarit. Le canal Seine-Europe, c'est en fait un maillon d'un réseau qui est beaucoup plus vaste que ça, hein, qui est en fait le réseau Seine-Escaut, où il s'agit finalement de constituer un corridor, un réseau qui va dépasser les 1000 km de long, entre la Seine, donc la basse Seine, le Havre, son arrière-pays, Normandie, Île-de-France, bassin parisien, et puis les Hauts-de-France, donc au moyen de toute une série de voies navigables, dont certaines existent, et l'enjeu aujourd'hui c'est de les moderniser, donc de moderniser les barrages de la Seine, de moderniser les écluses de la Seine, d'aménager l'Oise à grand gabarit. L'Oise avait été aménagée dans les années 70, notamment au niveau des écluses, qui sont des écluses de 190 mètres de long, 12 mètres 50 de large. Mais en revanche, le chenal de navigation n'avait pas été aménagé en amont de Creil, entre Creil et Compiègne, et donc est limité aujourd'hui à des bateaux d'à peu près une centaine de mètres, et avec un enfoncement surtout qui est limité à 2,50 mètres, c'est ça qui est pénalisant. Donc il y a un projet, Magéo, mise au gabarit européen de l'Oise, qui est porté par Voies navigables de France. Il y a donc d'aménagement donc, en manière cohérente avec le gabarit du canal Seine-Nord-Europe, j'y reviendrai. Le réseau du Nord-Pas-de-Calais aussi continue de se moderniser, hein, il date des années 70. Il y a une écluse au nord de l'île qui est en train d'être allongée. Il y a un projet sur l'ascenseur des Fontinettes du côté de Saint-Omer qui est un peu aussi un verrou aujourd'hui, qui est prévu d'être doublé. Il y a un morceau de canal entre le Hainaut français et le Hainaut belge, ce qu'on appelle le canal Condé-Pomerol, hein, donc qui est ici, là, cette petite section, vous voyez, en rouge, qui a été réouvert à la navigation. Il était arrêté depuis une trentaine d'années. Il fait gagner une demi-journée de navigation. Donc tout ça, vous voyez, il y a également des aménagements en Belgique, en Flandre et en Wallonie. Aménagement de la Lys à grand gabarit, côté flamand. Aménagement de ce qu'ils appellent nos collègues wallons, la dorsale wallonne. Hein, c'est leur axe qui leur permet de rejoindre l'Escaut à la Meuse. Et donc, en fait, tout ça, ça fait un programme d'investissement qui est inédit dans le domaine des voies navigables, hein, de l'ordre de 10 milliards d'investissements. Alors attention, parce que des fois on voit ça dans la presse, mais c'est une erreur. C'est pas le canal Seine-Europe qui coûte 10 milliards, c'est l'ensemble des aménagements du réseau Seine-Escaut sur la Seine, sur l'Oise, le canal Seine-Europe. Donc on y consacre une bonne partie donc, de ces 10 millions, c'est 10 milliards, c'est un peu plus de la moitié. Et donc tout ça, évidemment, c'est pour développer le transport fluvial, décarboner les transports, renforcer la compétitivité et aussi l'attractivité, c'est ce que j'expliquais juste avant.
Donc si on commence à zoomer là, sur le canal proprement dit, donc on passe du réseau européen au réseau Seine-Escaut, et donc au maillon central de ce futur réseau Seine-Escaut, qui est le canal Seine-Nord-Europe, comme ça a été dit par Hélène, bah, c'est donc 107 km entre Compiègne et Aubancheul au Bac. Aubancheul au Bac, c'est une petite commune du Cambrésis qui en fait est au débouché du canal Dunkerque-Escaut, donc du réseau à grand gabarit du Nord-Pas-de-Calais. Le canal il s'insère d'abord dans la vallée de l'Oise sur 18 km. Là, il n'y avait pas de choix possible, même si je pourrais préciser quelques éléments juste après. Puis, il va être en fait un canal de jonction entre la vallée de l'Oise et la vallée de l'Escaut. Et je vous montrerai une coupe, ce qu'on appelle, enfin, plutôt exactement un profil en long et un escalier d'eau du canal pour bien comprendre ça. Donc il sort de la vallée de l'Oise, il s'inscrit dans la plaine du Noyonnais, sur la plaine du Santerre, en évitant justement le cœur de la vallée de la Somme, j'y reviendrai. Il franchit la Somme au moyen d'un pont canal. Il grimpe sur son bief le plus haut, un bief, une portion de canal entre deux écluses. Le bief de partage se situe entre la Haute-Somme et le sud de Artois. Et il redescend par 2 marches d'escalier donc sur le bassin de l'Escaut. Vous voyez donc les quelques chiffres un peu clés du projet. Évidemment, c'est un projet d'infrastructure, de génie civil, beaucoup, mais c'est aussi beaucoup, et j'y reviendrai assez largement, un projet d'aménagement environnemental. Alors, juste là, un profil en long comparé du canal du Nord et du canal Seine-Nord-Europe. Donc en haut, le canal du Nord et en bas, le canal Seine-Nord-Europe. Donc vous voyez que la grosse différence entre les deux canaux, c'est qu'en fait, le canal du Nord est un canal de jonction, mais à double bief de partage. D'abord, il passe de la vallée de l'Oise à la vallée de la Somme, au moyen d'un premier bief de partage. En l'occurrence, il y a un tunnel. Donc c'est à la limite entre la Somme et l'Oise. Et ensuite, il est canal latéral à la Somme pendant toute cette section-là. Et ensuite, il remonte le relief donc, des collines de l'Artois pour les franchir là aussi au moyen d'un tunnel, le tunnel de Riaucourt, et redescendre par toute une série de marches d'escalier, d'écluses, vers la vallée de la Sensée qui donne sur la vallée de l'Escaut. 19 écluses hein, sur le canal du Nord. Donc tout ça, c'est aussi des temps de parcours hein, qui sont relativement importants, une trentaine d'heures à peu près. Le canal Seine-Europe, la logique, c'est complètement différente. Différente. Le principe, c'est d'aller d'un bassin à un autre, mais en tout cas, là, la différence, c'est qu'on ne redescend pas dans la vallée de la Somme. C'est-à-dire que le canal va directement de la vallée de l'Oise, monte 2 marches d'escalier. Ensuite, il y a un très long bief de 40 km entre l'Oise et la Somme. Franchit la vallée de la Somme donc au moyen d'un pont-canal, c'est une mesure d'évitement d'impact, j'y reviendrai. Et ensuite, franchit une dernière marche, donc toujours les collines de l'Artois, pour ensuite avoir un bief qui franchit ces collines, et ensuite 2 grandes marches d'escalier, 2 écluses de 25 mètres de chute, donc des écluses beaucoup plus importantes. Alors c'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui on est capable par rapport à la fin du 19e siècle de concevoir un ouvrage avec des écluses en particulier qui sont beaucoup plus hautes. Hein. Le canal du Nord était déjà une prouesse par rapport au canaux Fraissinet, où on a plutôt des écluses de 3,50 m. Sur les derniers canaux Fraissinet, autour de 5 mètres. Le canal du Nord, on arrive à des écluses de 6,50 m, 7 mètres. Plus long, 90 mètres de long, un tout petit peu plus large, mais c'est ça le problème, pas beaucoup plus large, c'est ça qui handicape beaucoup. Et donc aujourd'hui, on est capable de faire des écluses beaucoup plus hautes, hein, puisque la plus importante fera 25 mètres 71 de long. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va tout changer pour le transport fluvial, puisque d'une situation où seules aujourd'hui les 2 premières lignes de l'image que vous avez vue tout à l'heure, donc les Fraissinet et les bateaux type Canal du Nord, peuvent emprunter la liaison nord-sud, et donc eh bien, ça limite la performance et les possibilités de développement du fluvial. Demain, c'est l'ensemble des gabarits européens qui peuvent naviguer librement sur l'axe nord-sud, et donc c'est ça qui change tout. Alors évidemment, pendant toutes les phases d'études, il y a eu de très nombreuses études techniques environnementales, mais également des études d'évaluation socio-économique hein, qui sont tout à fait encadrées dans la réglementation. Hein. Il y a des circulaires, et la dernière est la circulaire dite royale,
elle a été prise en 2014, à l'époque où Ségolène Royal était ministre de l'écologie. Et donc, les maîtres d'ouvrage ne font pas ce qu'ils veulent pour l'évaluation des prévisions de trafic. Tout ça est très encadré. Il y a notamment ce qu'on appelle des valeurs tutélaires, c'est-à-dire toutes les données macroéconomiques de prospective, donc l'évolution du PIB, l'évolution des flux de transport, enfin, tous ces éléments-là, en fait, eh bien, sont communs à toutes les études qui sont menées, hein, projets ferroviaires ou projets routiers ou fluviaux. Et donc, c'est également celle-ci qu'on a appliquée. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je pourrais éventuellement répondre à vos questions sur la manière dont on réalise les études socio-économiques. Là, je vous dis simplement les résultats de ces études qui ont été régulièrement mises à jour tout au long du projet. La dernière fois, c'était en 2021. Donc post-Covid, hein, en prenant en compte les effets du Covid, notamment en termes de ralentissement des échanges intercontinentaux, en particulier de marchandises générales, sectorisées. Et donc, elles ont été auditionnées, contre-expertisées. Enfin, tout ça a suivi effectivement un chemin tout à fait logique. Et donc, les prévisions indiquent qu'on serait donc 5 à 10 ans après l'ouverture du canal, eh bien, autour de 15 à 20 millions de tonnes transportées, hein, versus les, alors ça dépend comment on compte, mais de l'ordre de 2 à 3 millions de tonnes, hein, aujourd'hui. C'est aussi un trafic qui évidemment se développe là où on lève le goulet d'étranglement. Alors c'est là qu'on a le saut quantitatif le plus important. Mais comme on met aussi, et c'est un élément essentiel, comme on met aussi la Seine en connexion, aujourd'hui la Seine fonctionne en bassin fermé, c'est-à-dire que les grands bateaux qui ont une taille supérieure à 5,70 mètres de large, et donc c'est l'essentiel de la flotte de Seine, hein, eh bien, sont captifs de la Seine, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas bouger. C'est-à-dire que sur la Seine, vous avez toujours une offre qui est soit surabondante par rapport à la demande de transport, si on est dans une période un peu basse du BTP ou sur une mauvaise campagne céréalière, soit si vous avez un BTP qui marche à fond et une production céréalière de la campagne précédente très très forte, ben, finalement vous vous retrouvez avec pas assez de bateaux. Donc tout ça, ça limite, et donc la mise en connexion, le désenclavement de la Seine, ça permet d'avoir une croissance de l'ordre de 20% pour la Seine aval, 35% sur la Seine amont. Bon, les volumes sont moins importants, ce qui explique les deltas de pourcentage de croissance, y compris pour des flux internes au bassin de la Seine. C'est-à-dire que l'offre fluviale plus fluide, qui s'adapte mieux au marché, à la demande du marché, fait que finalement, y compris pour des trafics qui aujourd'hui sont bien présents entre la Normandie et par exemple l'Aube, je prends un exemple en dehors de l'Île-de-France, mais que la voie d'eau n'arrive pas à capter par rapport à la route, eh bien, le fait d'avoir effectivement ce désenclavement et une meilleure compétitivité du fluvial fait qu'il y a des trafics qui basculent. Donc non seulement des trafics bassin de la Seine, nord de la France et Europe, qui ne pouvaient pas aujourd'hui fonctionner et qui demain peuvent se développer, mais aussi des trafics internes au bassin de la Seine. Bon, tout ça, ça a induit du report modal. Les études de trafic ont donné quelques éléments. 1 million de camions en moins aux mêmes échéances que j'ai indiquées. Évidemment, les évaluations pour le trafic sont faites à des horizons plus lointains que 50 ans, et donc là, ben, le trafic continue et le report modal continue de se développer. Et puis, donc, ben, on réalise aussi, dans ce cadre-là, des analyses de bilan carbone. Donc, en effet, il y a une dette carbone qui est nette, hein, qui est claire, pendant la phase de construction, avec notamment l'utilisation des engins, la production de béton, l'usage de la chaux. Et on regarde bah, combien d'années d'exploitation du canal avec le report modal qui va permettre, et donc les avantages en matière d'émissions de CO2 évités par ce report modal. Et bien donc ce que donne ce bilan carbone, c'est qu'en à peu près une dizaine d'années, on efface finalement la dette du chantier, et ensuite c'est des gains nets liés au report modal en lien avec l'exploitation du canal. Et donc si on se projette à 40 ans, ce qui était l'horizon d'études, on est à peu près à un peu plus de 50 millions de tonnes d'équivalent CO2. Qu'est-ce qui naviguera donc ensuite sur le canal? Donc là aussi, toutes les études de trafic, tout ça est à disposition hein, sur Internet. Je pourrais vous préciser ça tout à l'heure. Eh bien, on retrouvera quand même globalement les marchandises de prédilection de la voie d'eau, hein, les pondéreux. Donc on a, vous voyez, un petit tiers ou un gros quart, comme vous voulez, sur les matériaux de construction et les produits agricoles. Donc ça reste encore hein, ce qui est prévu en termes majoritaires sur le canal, mais on a aussi d'autres filières qui vont beaucoup se développer avec l'ouverture du réseau Senesco, les filières liées à la métallurgie, les filières liées tout ce qui est aux produits
issus de la chimie, et ça c'est plutôt bien que ça passe sur la voie d'eau parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un mode sûr. Tout ce qui est recyclage en particulier, hein, ça il y a beaucoup de perspectives en la matière. Et puis ensuite tout ce qui est transporté en conteneurs, en marchandises conteneurisées, aujourd'hui strictement impossible sur le canal du Nord, le gabarit n'est absolument pas adapté, et donc le canal Seine-Europe va permettre d'amorcer la pompe. Je réponds tout de suite à la question que je suis sûr que vous avez, c'est la question de la hauteur des ponts. Donc sur le canal Seine-Europe, c'est un canal neuf, on construit tout de suite avec une hauteur libre de 7,50 m, ce qui nous permet de gerber donc, dans un bateau 3 couches de conteneurs. Sur l'Oise et le réseau du Nord-Pas-de-Calais, la hauteur des ponts aujourd'hui permet la navigation à 2 couches de conteneurs. C'est fonctionnel, c'est rentable. Le port de Valenciennes, par exemple, on est à sa 3e extension pour le trafic de conteneurs depuis Dunkerque, depuis Anvers. Donc ça fonctionne. Vendredi, j'étais à Bruyères-sur-Oise, donc à la limite du Val d'Oise et de l'Oise. Il y avait un beau bateau de 110 mètres de long, 11 mètres 40 de large, qui était en train de finir de charger eh bien, une centaine de conteneurs. C'est déjà une belle massification, hein. Un conteneur équivalent 20 pieds, on en met 2 sur un camion. Quand vous en avez 100 sur un bateau de 110 mètres, ça veut dire que vous avez 50 camions en moins. Et donc c'est ça ce qui sera possible dès l'ouverture du canal Seine-Europe. Et puis donc, si un jour, dans plusieurs dizaines d'années, c'est quand même dommage parce que ça marche beaucoup et on est un peu limité par la hauteur des ponts sur l'Oise et sur le réseau du Nord-Pas-de-Calais, eh bien, il sera temps peut-être d'ouvrir le dossier de rehaussement de ces ponts. Chaque chose en son temps, on va en laisser pour nos successeurs. Évidemment, donc, on a calculé les reports modaux. Donc, alors, il faut savoir que faire basculer une répartition modale, c'est extrêmement difficile, hein. Ça fait des dizaines d'années que la route ne cesse d'augmenter sa part modale. Moi, je veux bien qu'on dise que quand on capte 3 à 4%, c'est rien du tout. Mais en fait, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on inverse déjà la tendance. Ça ne s'est jamais vu depuis l'après-guerre, hein, finalement, d'inverser la tendance. Et pour la première fois, la route va perdre des parts de marché, donc au profit de la voie d'eau. Et surtout, in fine, au profit des modes massifiés. Parce que quand vous intégrez le canal Seine-Europe, vous commencez à modifier l'organisation des flux logistiques. Vous forcez les entreprises, ou plus exactement, vous les incitez, et vous leur donnez la possibilité de changer de modèle, de réfléchir non pas à la facilité, en appelant finalement un camion aux portes de l'usine, mais en réorganisant différemment, en massifiant les marchandises sur des ports intérieurs en particulier. Et donc de ce fait-là, vous arrivez à modifier l'organisation des flux en les massifiant davantage, et vous permettez à la voie d'eau, mais du coup aussi au fer, qui est aussi un mode massifié, de pouvoir avoir leur mot à dire, alors qu'aujourd'hui, l'émiettement de toute cette organisation logistique ne le permet pas. Et donc, in fine, si on projette toujours nos prévisions de trafic, on arrive à moyen long terme à une baisse de 10 points de part de marché de la voie d'eau, ce qui est tout à fait substantiel. J'en viens donc aussi au volet du pilotage du canal. Je surveille l'heure parce que je suis très très bavard et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je vais accélérer sur un certain nombre de choses. Je vous disais tout à l'heure que la Société du canal Seine-Europe, elle porte peut-être mal son nom. Ce n'est pas une société au sens société privée, hein, c'est un établissement public local. On est un maître d'ouvrage public. Le projet est financé à 100% désormais par des fonds publics. Donc établissement public local qui a son siège à Compiègne. Nous avons une antenne à Lille, en particulier nos équipes environnement sont là-bas. Ça, c'est un peu le fruit de l'histoire du projet. Depuis 2020, ce sont les élus des grandes collectivités des Hauts-de-France qui pilotent le projet. C'est une première en France pour un projet de cette dimension nationale et même européenne. Donc Xavier Bertrand, en tant que président du conseil régional, est membre et président du conseil de surveillance de la Société du Canal. Donc c'est l'organe qui oriente les décisions. Et ensuite, il y a une équipe qui est piloté par un directoire. Donc nous sommes 100 personnes. Nadège Lefebvre, elle est vice-présidente du conseil de surveillance, elle est présidente du département de l'Oise. Bien évidemment, l'État reste très présent au sein de notre conseil de surveillance, hein, 10 sièges sur 30. Les collectivités donc, ont la majorité avec 15 sièges. Et puis donc on a Voies navigables de France, on a des personnalités qualifiées, des parlementaires en particulier, et on a l'Europe qui siège à notre conseil de surveillance. Et l'Europe est un soutien très très fort du réseau Seine-Esco et donc du canal Seine-Europe. Nous travaillons sur la base d'une convention de financement qui a été signée maintenant il y a plus de 5 ans, annuelle, en présence du président de la République, donc sur un montant de 5,1 milliards d'euros, qui était basé sur des hypothèses d'inflation à 1,5%.
2019, on est avant le Covid, on est avant les événements en Ukraine, donc donc avant le très très forte inflation qu'on a connue ces dernières années. Donc ces coûts sont en train d'être réévalués aussi à l'aune des marchés de travaux et des offres que nous engrangeons. Et donc le montant sera évidemment supérieur à ces 5 milliards pour cette raison-là. On aura l'occasion de le préciser dans le courant de cette année. Ce qui demeure, c'est que l'Europe reste à un pourcentage de financement de 50%. Pour le reste, c'est une répartition à parité entre l'État et les collectivités territoriales, avec un emprunt de bouclage, au moment de la convention de financement 2019, qui était à peu près de 800 millions d'euros. Donc c'est lui qui va amortir tous ces effets de l'inflation. Et donc cet emprunt de bouclage, qui sera contracté par la Société du Canal, va être assis sur des recettes qui seront donc, c'est une des modalités qui sont en cours de définition, de type Eurovignette ou avec une logique donc, qui est en train d'être discutée. C'est pour ça que je ne suis pas en mesure de vous apporter des éléments très précis à ce stade, hein. C'est vraiment en discussion entre les collectivités et l'État, mais on est sans doute sur quelque chose que permet la réglementation européenne de type Eurovignette, en prenant en ligne de compte qu'on a un événement majeur en matière de financement des infrastructures de transport, c'est que dans les quelques années qui viennent, on a la fin des concessions autoroutières, vous savez, qui date de 2006. Et donc, en fait, on sait qu'il y a une très forte rentabilité des concessionnaires autoroutiers aujourd'hui. Et donc, il y a une question de mieux répartir, c'est le sujet du ministère des Transports, de mieux répartir les dividendes et les recettes de tout ce qui circule sur les autoroutes, et donc pour financer les infrastructures de transition écologique. Et donc, c'est du côté de cette nouvelle organisation de la valorisation des recettes des péages autoroutiers qu'on pourra asseoir le financement de cet emprunt de bouclage. La mission de la Société du Canal, donc, c'est de réaliser les études détaillées, d'obtenir les autorisations pour construire le canal, ça c'est fait. Aujourd'hui, donc, de construire. Nous sommes une société de projet, c'est-à-dire que nous disparaîtrons après avoir remis les clés du canal à Voies navigables de France, puisque tout ça va rentrer dans le cadre du domaine public fluvial, et c'est VNF qui va exploiter ensuite le canal. Donc on est guidé dans nos actions par toute une série de priorités, au premier rang desquelles la sécurité. On est sur un chantier qui va mobiliser jusqu'à 6000 personnes. Il y a des riverains tout autour, et donc évidemment la première exigence, c'est de ne pas avoir d'accident, tout simplement. Et donc il y a toute une série d'actions de prévention qui sont menées avec les acteurs du BTP en la matière. Tout le canal a été conçu dans une logique éco-performante, je vais y revenir tout à l'heure, j'insiste pas. Le partenariat et la participation pour réussir le projet, et nous c'est notre conviction, on ne le fait pas en chambre, on ne le fait pas contre les gens, surtout quand vous avez des élus qui pilotent le projet, ils nous disent on n'est pas là pour embêter les personnes, donc on est dans cet esprit de dialogue pour partager au plus pourquoi on le fait, comment on le fait, et réussir à finalement le faire avec les acteurs du territoire. Et puis, l'innovation, elle est au cœur de toute cette logique de conception. Le dialogue, j'y viens tout de suite. Juste quelques illustrations. Depuis 5 ans, on fait un peu les comptes, c'est 1400 moments de dialogue avec les territoires, ça prend des formes très très variées, des réunions avec un maire en mairie, avec un conseil municipal, des réunions à plusieurs communes, des échanges avec des associations, des groupes de travail qui mixent des associations de protection de l'environnement, de la profession agricole, les services des collectivités. On est aussi autant que possible sur le terrain, dans des événements locaux, des stands, sur des marchés, ça marche bien. On organise des randonnées aussi de quelques kilomètres, et c'est une occasion un peu originale de découvrir le canal, des visites de chantier. Voilà, c'est tous ces éléments qu'on a déployés ces dernières années, et on va continuer donc pendant la phase chantier avec toute une série d'informations. J'ai avec moi toute une série de documents que je pourrais vous distribuer si vous le souhaitez. Je passe pour pas être trop long sur ces aspects-là, mais c'est évidemment un élément qui est essentiel, et tout est transparent et tout est en ligne. Voilà pour cette première partie. J'en arrive à la deuxième partie. Donc, conception progressive des aménagements. Un projet comme ça, il se fait à travers de nombreuses étapes, avec des choix qui précisent les choses progressivement. Donc, on a commencé
par un débat public. Le canal Seine-Nord, ça a été le premier projet qui a fait l'objet de ce qu'on appelle aujourd'hui un débat public. C'était à l'époque la circulaire Jean-Louis Bianco, hein, qui était ministre des Transports sous le gouvernement Rocard, début des années 90. Et donc là, on avait discuté, eh bien, à travers différentes réunions publiques, de l'opportunité. L'enjeu de connecter la Seine à l'ensemble du réseau, de favoriser le fluvial, il avait été déjà un peu démontré à ce moment-là, et donc le gouvernement a demandé d'engager des études techniques. Donc il y a d'abord des études où peut passer le canal. Donc c'est des études de choix du fuseau. C'est la petite vignette que vous voyez en bas à gauche, où donc 21 fuseaux répartis en 3 familles avaient été étudiés. Et donc ça avait donné lieu, vous voyez, à un grand tableau comme ça d'analyse multicritère. Comme c'est pas très technique, donc les thèmes c'était la technique, l'environnement, vous voyez qu'il y avait beaucoup de critères environnementaux, la socio-économie et l'aménagement urbain. Et donc ensuite on classait relativement, les différentes familles, donc les 21 fuseaux possibles. Et il s'avère qu'en 2002, donc Jean-Claude Guessot, qui était ministre des Transports de Lionel Jospin à l'époque, eh bien, a arrêté le choix du fuseau, dit N3, qui est le fuseau sur lequel donc, le canal s'est poursuivi, et qui a la particularité d'éviter la vallée de la Somme. Et donc de positionner le canal légèrement sur le plateau, sur les terres agricoles. Donc ça crée effectivement une incidence sur les prélèvements de terres agricoles, j'y reviendrai. Mais surtout le souhait à ce moment-là, c'est que l'analyse du critère avait montré que l'aménagement sur place du canal du Nord était très défavorable d'un point de vue environnemental. Donc ça fera écho à des documents qu'on vous a donnés à l'entrée de ce théâtre. Donc le choix a été fait pour des raisons environnementales de ne pas aménager le canal du Nord qui, sur 25 km, eh bien, s'inscrit dans le cœur de la vallée de la Somme. Et donc, c'est vraiment bien des considérations environnementales qui ont évacué effectivement cette hypothèse-là, au-delà d'autres inconvénients qu'elle pouvait présenter. Donc, le projet, il s'est poursuivi sur ce fuseau qui est plutôt donc sur le plateau et que donc vous avez vu l'escalier d'eau tout à l'heure. Il a franchi toutes les étapes d'études d'avant-projet préalable à la déclaration d'utilité publique, avis favorable de la commission d'enquête en 2007, déclaration d'utilité publique en 2008. Ensuite, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a eu toute la période où le projet, on a pensé pouvoir le conduire dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé. C'était la mode à cette époque-là. Les dernières lignes à grande vitesse, Tours Bordeaux, Le Mans-Rennes, contournement de Montpellier ont été faits sur ce modèle-là. Pour le canal, ça n'a pas abouti. La crise financière était passée par là. Les conditions de préfinancement par les entreprises étaient extrêmement dégradées. Et donc le public, le gouvernement, et donc dans les années 2013, au moment de François Hollande président, eh bien, a décidé de reprendre en maîtrise d'ouvrage public intégral le projet, mais avec cette innovation, c'était de confier au territoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la conduite du projet. Le projet, il a été aussi optimisé dans son tracé, une écluse a été supprimée par rapport à ce qui était prévu, une nouvelle enquête publique de ce fait-là, et une déclaration d'utilité publique modificative en 2017, après un avis favorable de la commission d'enquête. C'est ensuite que la Société Canal a été créée pour concevoir de manière détaillée le projet et ensuite donc le mener à bien. Et donc toutes ces études et ces concertations ont été menées donc, sur les années qu'on a vues. Et donc nous avons obtenu, après enquête publique, d'une part en 2020 sur le secteur de la vallée de l'Oise, puis en 2024 sur les autres secteurs, à chaque fois des avis favorables des commissions d'enquête et également des avis favorables d'autres organismes consultés. Je pense en particulier au Conseil national de protection de la nature. C'est pas rien pour une infrastructure comme le canal Seine-Nord-Europe d'avoir un avis favorable du Conseil national de protection de la nature, donc qui est compétent sur les aspects de biodiversité. Et donc c'est quand même un gage de qualité de la conception et de prise en compte des enjeux environnementaux. Et donc tout ça a permis au service de l'État de délivrer en 2021 et en 2024 donc un arrêté d'autorisation environnementale. Je vous montre, vous qui êtes géographe et historien, la cartographie, elle est au cœur d'un projet comme le canal et elle traduit également un projet qui s'affine au fur et à mesure. Je vais vous montrer 3 exemples. Une cartographie à l'époque des études d'avant-projet et ce qui avait été montré dans le cadre de l'enquête publique préalable à la DUP. Ensuite, vous avez la cartographie donc des études d'avant-projet, où là, on commence à préciser les choses, à définir, là, on était peut-être à
à une cinquantaine de mètres près jusqu'à présent, et au niveau avant-projet, on arrive à une vingtaine, vingtaine de mètres de précision. Et donc, on aboutit à ce type de cartographie. C'est toujours le même secteur de noyons. Et au stade projet, donc au stade des études vraiment les plus fines, on arrive à décrire au mètre près ce que sera l'aménagement. Donc tout ça est le fruit d'études et d'itérations avec les concertations avec les acteurs territoriaux et aussi la population. Tout ça, ça se base sur un outil qui est majeur pour un projet comme le nôtre, c'est le SIG. Aujourd'hui, vous ne faites pas un projet d'infrastructure, d'aménagement du territoire sans un bon SIG. Donc on a une équipe là de deux très bons sigistes à la Société du Canal et qui s'appuie sur tout un réseau du côté de nos maîtres d'œuvre avec, vous voyez, toute une circulation d'informations entre les bases de données SIG des maîtres d'œuvre, puisque c'est eux qui produisent, hein, ce sont les concepteurs. Hein. Donc tout est référencé, géoréférencé. Alors ils ne travaillent plus uniquement sur des plans type AutoCAD, maintenant ils travaillent sur ce qu'on appelle du BIM, donc c'est de la conception assistée par ordinateur. Et donc en fait, le canal est conçu avec des maquettes BIM qu'on habille ensuite, et je vous montrerai tout à l'heure une vue un peu de survol du canal, qui est une réalité par rapport à la conception des maîtres d'œuvre. Et donc on s'appuie et donc on travaille très très fréquemment, quotidiennement sur tout ça. Je voudrais vous parler de trois aspects. J'ai jusqu'à quelle heure, Madame Miel, que j'essaye de m'organiser un peu? Encore 10 minutes. Encore 10 minutes, oulala. Donc là, vous allez être très frustrés, mais c'est pas très grave parce que pour tous ceux qui ont choisi, ils ont bien raison, la visite, je pourrais continuer à vous en parler. Je vais essayer d'aller sur les aspects les principaux. Puis après, rassurez-vous, il y a beaucoup d'images qui vont aller beaucoup plus vite. Je voudrais attirer votre attention sur trois aspects majeurs de la conception du projet. D'abord, le sujet de la prise en compte des enjeux agricoles, ensuite des enjeux liés à l'environnement, et ensuite le volet lié à l'eau, mais qui correspond aussi à l'environnement. Alors la profession agricole, hein, c'est un acteur et c'est un partenaire depuis le tout début, évidemment, puisque le canal, qui fait de l'ordre de 3000 hectares d'emprise, s'inscrit sur 2600 hectares de terres agricoles, pas 3500 hectares comme on le lit, c'est 2600 hectares. Et sur ces 2600 hectares, c'est 300 hectares qu'on restitue à la profession agricole, puisque ce sont des terrains de dépôt, donc en fait des matériaux excavés excédentaires qui sont déposés avec donc exhaussement de terres agricoles et remise en culture dans le cadre de protocoles qui ont été définis avec les agro-pédologues des champs pour qu'ils puissent retrouver des rendements équivalents à ceux qu'ils ont aujourd'hui. Donc en fait, c'est un dialogue qui est constant, c'est des protocoles d'occupation temporaire des terrains, donc par exemple pour faire de l'archéologie, et donc à la clé, effectivement, il y a des indemnités d'occupation temporaire qui sont versées, donc d'ores et déjà, c'est plusieurs millions d'euros d'indemnités d'occupation temporaire qui sont versées aux exploitants. On a aussi des indemnités de privation de jouissance, de perte de récolte, à chaque fois qu'on occupe durablement, jusqu'à ce que le parcellaire agricole soit reconstitué dans le cadre d'un aménagement foncier, ce qu'on appelait un remembrement. Donc le parcellaire agricole est reconstitué. L'objectif, c'est que les exploitants perdent vraiment une part infime de leur surface de terre. In fine, après aménagement foncier, on sera de l'ordre de moins de 1%, mais avec un parcellaire qui sera optimisé, puisque de petites parcelles réparties, pas forcément au même endroit, eh bien, les géomètres constituent des blocs d'exploitation beaucoup plus cohérents. Mais on n'a plus l'écueil des remembrements des années 60-70, qui étaient très nocifs d'un point de vue environnemental avec arasement des haies. Aujourd'hui, aménagement foncier, forestier, agricole et environnemental, c'est une donnée qui est essentielle. Et donc, il y a tout un volet environnement également dans l'aménagement foncier, qui est piloté par le département. L'alimentation en eau, c'est évidemment un sujet essentiel pour un canal, vous pensez bien, donc ça a été étudié de manière précise au fur et à mesure. Trois notions très importantes. C'est un canal qui est conçu pour être économe en eau. Donc par exemple, aux écluses, il y aura des bassins d'épargne systématiques qui, par gravité, récupèrent l'eau qui se trouve dans le sas au moment où un bateau passe en étant avalant. Et donc, ce qui ne peut pas être envoyé dans les bassins d'épargne par gravité, on repompe immédiatement, ce qui fait que les écluses fonctionnent en circuit en quelque sorte fermé. Une cuvette du canal qui est conçue pour être la plus étanche possible, donc il y aura évidemment quand même un peu d'infiltration, mais l'essentiel des pertes, ce sont par l'évaporation, et c'est ça qu'il s'agit
de remplacer pour faire fonctionner le canal. Donc là, un principe très clair, on ne prélève absolument pas dans les nappes phréatiques. Aucun prélèvement dans les nappes phréatiques. Il y a une seule ressource pour alimenter le canal, que ce soit pour son primo-remplissage ou pour son exploitation, c'est la rivière Oise, un endroit où c'est le bief de partage, ou plus exactement le bief de confluence Oise et Aisne, où donc il y a un volume d'eau chaque année qui passe à cet endroit-là de plus de 3,5 milliards de mètres cubes, et le besoin de réalimentation du canal, y compris dans une année très sèche, par exemple 2022, c'est l'ordre d'une trentaine de millions de mètres cubes, et encore, on ne prélève que dans les périodes où le débit de l'Oise est suffisant, puisque dès lors que le débit atteint des valeurs qui sont définies dans notre arrêté d'autorisation, on arrête de prélever dans l'Oise pour ne pas risquer quoi que ce soit vis-à-vis de ses fonctions pour la nature, pour l'alimentation en eau et pour les autres usages humains, agriculture et industrie. Et donc c'est une retenue d'alimentation en eau qu'on va construire près de Péronne, qui a été dimensionnée pour tenir compte des effets du changement climatique, qui prend le relais jusqu'à trouver des conditions hydrauliques de l'Oise permettant de reprendre, les prélèvements pour alimenter le canal. Voilà. Tout ça est très largement expliqué, le plus pédagogique possible, je pense, dans des capsules vidéo qui sont à votre disposition sur la chaîne YouTube du canal et qui expliquent cela de manière très précise, beaucoup plus précise que je viens de le faire. Le troisième volet, hein, après l'agriculture, l'eau, donc l'environnement, c'est toute cette démarche éviter, réduire, compenser, cette séquence, hein, qui est au cœur de la conception d'un projet comme celui-là. On commence par éviter, donc ça c'est les choix de tracé, j'en ai parlé tout à l'heure. Le passage par exemple de la vallée de la Somme au moyen d'un pont canal, ça évite d'aménager en fond de vallée de la Somme. Alors, il y a des aménagements des piles du pont canal, mais c'est effectivement moins impactant que d'aménager une voie d'eau en tant que telle. Mais on continue derrière, on réduit les impacts au maximum, notamment en phase chantier. Donc c'est toutes les mesures que vous voyez là, une trentaine de mesures, déplacement d'espèces végétales, capturage d'amphibiens, défrichement évidemment dans le respect de la réglementation en dehors des périodes de nidification, et puis le traitement de plantes invasives. Et ça, au quotidien, il y a des écologues qui suivent le chantier et qui vérifient que les mesures de réduction sont mises en œuvre. Les services de l'Office français de la biodiversité sont également à pied d'œuvre pour suivre le chantier. Mais néanmoins, il y a des impacts, je veux dire, c'est une évidence. Et donc à ce moment-là, on les compense, et on les compense à travers un programme d'aménagement écologique, un programme qui est un programme important, 1200 hectares d'aménagement écologique. Donc vous voyez, hein, versus les 3000 hectares d'emprise du projet, mais à l'intérieur de cela, on a une partie d'emprise d'aménagement écologique qui se traduisent par des choses très concrètes, des kilomètres de haies replantées, des centaines de milliers d'arbres replantés, des zones humides qui sont réhabilitées ou restaurées. Tout ça financé sur 30 ans en termes de gestion auprès d'organismes dont c'est le métier, par exemple le Conservatoire des sites naturels des Hauts-de-France, qui sera vraisemblablement l'un des organismes qui gérera, une fois qu'on aura réalisé ces aménagements. Un zoom sur les aménagements dans la vallée de l'Oise, une cinquantaine de sites globalement sur le canal, mais plus d'une vingtaine sur la vallée de l'Oise, où on est sur les zones les plus sensibles. Je vais passer très vite, mais vous aurez ça dans la présentation, hein. C'est tout ce travail, c'est pas qu'une question surfacique, c'est une question vraiment d'équivalence écologique, hein, qui est travaillée. Donc il y a une méthode qui a été élaborée par l'Office français de la biodiversité, qu'on a appliquée, où il s'agit de définir finalement les pertes fonctionnelles liées aux impacts du chantier et de les compenser, voire et même de les surcompenser. Vous voyez, les éléments les petits graphiques montrent les gains d'unités fonctionnelles, unités de compensation sur différents types de milieux, des habitats, des zones humides. Et donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Je ne rentre pas dans le détail des diapositives, mais c'est ça vraiment l'enjeu du sujet. Évidemment, le sujet de la transparence écologique de l'ouvrage, elle a été également intégrée. Donc il y a une cinquantaine d'endroits tout le long du canal où en fait les grands animaux peuvent franchir le canal. C'est pas toujours comme sur les autoroutes, un passage grande faune comme vous les connaissez. On en a un dans le Pas-de-Calais, mais bien souvent en fait les grands animaux sachant nager, leur difficulté c'est de ressortir d'un canal, surtout quand dans les canaux qu'on connaît, c'est des pales planches. Donc là en fait il y a toute une série de systèmes de remontée, soit de systèmes de plage, de
berges très évasées, soit des systèmes, des structures accolées à la berge qui permettent aux animaux de ressortir. Donc voilà, c'est globalement une cinquantaine d'aménagements. Un point important, je pense, pour vous, c'est tout le volet paysage aussi, hein, qui a été intégré à ces études. Les maîtres d'œuvre ont été, les paysagistes, les maîtres d'œuvre, les architectes ont été cadrés par un schéma d'orientation architecturale et paysagère. Et puis donc ils ont développé tous ces enjeux-là. Il y a une commission paysage au sein d'un observatoire de l'environnement qui a été mis en œuvre. Il y a un atlas des paysages avant travaux qui a été réalisé et il y a un suivi également de l'évolution des paysages qui est mis en œuvre. Donc tout ça, je vous donne quelques éléments d'illustration de ce à quoi de l'exercice qui a été fait par les architectes et les paysagistes, y compris les plus renommés. Hein. Je pense notamment à Michel Desvignes, hein, qui est un paysagiste très connu au niveau national, qui a été intégré, qui a travaillé dans le cadre des marchés de maîtrise d'œuvre à la conception du canal. Quelques images. Et sachez que si ça vous intéresse, dans le dossier d'autorisation environnementale de l'année dernière, nous avions une pièce spécifique du dossier sur chacun des grands territoires du canal qui avait cette entrée paysage et qui était effectivement intéressant de ce point de vue-là. Je peux passer très vite là-dessus. Bon, là aussi, je passerai très, très vite, je commenterai juste. Donc ça aussi, ce sont des petites vidéos donc, faites sur la base des dossiers, des études de BIM, donc de ce que sera réellement le canal, et qui sont donc habillés comme c'est également prévu, et donc qui traduisent évidemment, après plusieurs années après la mise en service, les arbres ont poussé, mais on se projette aussi, on construit ce canal pour des dizaines d'années. Et donc, voilà ce à quoi ressemblera le cadre de vie des habitants avec le canal. Certaines écluses, 3 en l'occurrence, seront visitables par le public. Et donc, elles ont été conçues pour. Voilà, toutes ces vidéos, vous pouvez les retrouver sur, encore une fois, la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de ressources. Je vais passer là-dessus. Je vous donne quelques images sur le chantier avant de m'arrêter, puis je répondrai aux questions peut-être sur les autres aspects que je n'aurai pas eu le temps d'aborder. Donc le chantier démarre en 2021 sur le secteur de Vallée de l'Oise. 2024, il se généralise. On a commencé par les aménagements écologiques. Aujourd'hui, c'est plus de 160 hectares, 165 hectares qui ont été réalisés. On ira voir donc à Chély-Orscan l'une d'entre elles. Et puis donc on en est aujourd'hui à des travaux de génie civil. Les premiers, ça a été donc de laisser la place au canal là, dans un secteur très contraint entre le canal existant, la rivière Oise, donc, pour lequel on a réalisé un nouveau lit pour laisser la place au canal. Donc quelques images là aussi de ce que vous verrez si vous faites partie de la visite cet après-midi. 4 ponts construits, bon, c'est les 4 premiers de 40 ponts, il y a aussi des passages inférieurs sous le canal, des ponts canaux, et donc là aussi nous passerons tout à l'heure hein, sur cette route, qui est la première livraison majeure du chantier, dans le secteur de Montmac, Cambronne, les Ribécourt. Donc le pont que vous voyez au milieu, c'est le pont, c'est le premier pont construit au-dessus du futur canal Seine-Europe. Ça, c'est le 4e pont qui est construit. Et donc aujourd'hui, les entreprises s'attachent à réaliser l'écluse, la première écluse de Montmac, qui est la moins haute aussi, 6,40 m. Et donc sur le reste du territoire, vous verrez tout à l'heure, les travaux commencent aussi. Donc outre les travaux d'archéologie préventive qu'Hélène a évoqués, des travaux, des quais travaux, les grands travaux de terrassement interviendront à partir de 2027, plus précisément. Mais d'ici là, beaucoup de travaux, y compris des travaux réalisés par d'autres maîtres d'ouvrage, ce qu'on appelle des dévoiements de réseau. Mais des fois, c'est important, les dévoiements de réseau. Par exemple, eh bien, il y a 2 lignes ferroviaires, hein, Amiens-Laon et Paris-Noyon, qui vont avoir des portions nouvelles de créer pour pouvoir franchir le canal. C'est des projets là aussi majeurs, mais GRTK, RTE, Enedis, les syndicats des eaux également réalisent ce type d'aménagement. Je vais peut-être m'arrêter là, sauf si je vais peut-être m'arrêter là. En répondant à des questions, peut-être s'il y en a, je pourrais aborder les autres aspects qui sont très importants, que sont les ports intérieurs, le tourisme, et peut-être quand même si je prendrais 5 minutes, si vous me le permettez, pour parler de la DRA, mais peut-être, vu que j'ai quand même déjà beaucoup parlé, recueillir un certain nombre de vos questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, en fait,
dans votre bilan au départ, enfin, pour la comparaison au niveau de la pollution et du bilan carbone, effectivement, on sait très bien que le fluvial est beaucoup moins polluant que là-dessus que le routier. Par contre, ne pas oublier quand même que le ferroviaire est encore moins polluant. Et c'est vrai que bon, vous avez tout misé sur le comparatif entre le routier et le fluvial, effectivement. Et c'est vrai qu'on voit bien que ce projet, effectivement, là-dessus, est un projet où c'est un peu de parti pris de l'État, de l'Europe, de relancer le fluvial et du coup de laisser un petit peu tomber le ferroviaire. Et effectivement, on sait qu'en France, bon, il y a une crise actuellement du transport ferroviaire, hein, dans le domaine des marchandises, pas de voyageurs, Ouais. hein, et qu'effectivement, là, vous n'avez pas trop évoqué justement les liens peut-être avec le ferroviaire. Alors, effectivement, il y aura la construction de plateformes multimodales, Ouais. justement pour essayer un petit peu de combiner maintenant, de renforcer à la fois le ferroviaire et le fluvial. Mais effectivement, le problème, c'est que là-dessus, le fluvial ne peut transporter pratiquement que des vracs, que des pondéreux. Et on sait que par contre, le transport justement de biens manufacturés qui se fait aujourd'hui par camion se fera toujours par camion. Et là-dessus, effectivement, on ne réussira pas à le réduire. Voilà, et effectivement, c'était un petit peu regrettable, c'est qu'il n'y a pas peut-être plus aussi d'investissement dans le ferroviaire et que justement, on essaie pas plus peut-être justement d'essayer d'améliorer justement le ferroutage et d'essayer un petit peu plus voilà, à la fois, on dit, voilà, d'aider le fluvial, c'est ce qui se fait aujourd'hui, mais que là-dedans, effectivement, on a le ferroviaire quand même qui est un petit peu négligé. Et voilà, c'est un petit peu mon regret dedans. Et peut-être parler peut-être un peu plus des plateformes multimodales qui vont être construites. Est-ce qu'elles vont permettre justement un petit peu à la fois d'aider le ferroviaire et pas seulement de relancer le fluvial? Merci beaucoup de cette question. Ça va me permettre en effet de parler des ports intérieurs. Alors, bon, je vous ai dit que j'avais travaillé presque 10 ans à la SNCF, donc vous pensez que j'aime beaucoup le ferroviaire. Bon, je pense que le ferroviaire, les pouvoirs publics s'en occupent aussi, hein, parce que quand vous investissez de l'or, je crois qu'on est à... Alors, à l'époque où j'y étais, moi, il y avait eu, c'était Madame Borne qui était ministre de l'écologie, et elle avait lancé en 2016-18 un plan de 35 milliards d'investissement dans le réseau. Ensuite, quand elle était première ministre, j'ai entendu parler de 100 milliards d'euros hein, d'investissement. Alors, chaque année, je crois que c'est plus de 5 milliards d'euros hein, qui sont investis dans la rénovation du réseau. Et quand on rénove le réseau, c'est utile pour les voyageurs, mais c'est aussi utile pour le transport de marchandises. Donc il y a quand même un très fort investissement des pouvoirs publics sur le ferroviaire, mais c'est clair qu'il faut continuer parce que c'est un mode qui est essentiel et qui a son rôle à jouer. Il a son rôle à jouer en complémentarité avec le fluvial aussi. Ce qui est clair, c'est que pour le transport de marchandises, le ferroviaire, je ne vous ai pas mis les courbes, mais les courbes, quand j'avais tout à l'heure sur les différents gabarits fluviaux, on les a aussi en comparaison route, fer, voie d'eau. Le fer, il est surtout très très performant, plus la distance s'allonge. C'est-à-dire que si vous avez 500, 600, 700, 800 km, c'est là que vous atteignez vraiment la zone où le ferroviaire il est incontournable et imbattable, et c'est une hérésie d'avoir des camions qui font 1000 km, quoi. Et donc c'est tout l'enjeu effectivement du transport combiné ferroviaire, du ferroutage, du Calais-Bayonne, du Dourges-Avignon. Ça c'est effectivement superbe. Le ferroviaire il est quand même il est plus en difficulté quand il est sur des distances un peu intermédiaires, distances courtes ou intermédiaires, et surtout qui doit passer par des zones urbaines denses, donc l'Île-de-France. J'ai été directeur de crise à Paris-Est, et le nombre de fois où malheureusement, en raison d'une panne sur le réseau, j'ai été obligé de sacrifier un convoi de fret parce qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient sous 30 degrés dans des rames non climatisées et qu'il fallait les sortir. Et ben, c'est ça que ça se passe. Donc c'est quand même si là aussi il y a des efforts de fait par les opérateurs, par le gestionnaire du réseau, mais c'est quand même très compliqué de traverser l'Île-de-France. Et donc sur cet axe un peu Seine-Escaut, lui le fluvial, il a cet avantage de pouvoir rentrer au cœur des agglomérations. Donc finalement, on voit plutôt une logique de complémentarité, en particulier sur ce nord-ouest européen, sur cet axe un peu nord-sud, entre un ferroviaire qui joue son rôle et qui continuera à jouer son rôle. Hein. Il y a la rocade nord-est, hein, Dunkerque vers l'est. Mais c'est vrai que dès que vous tournez dans le secteur de l'agglomération lilloise ou l'Île-de-France,
ou sur l'axe Le Havre-Rouen-Paris, c'est quand même compliqué pour le ferroviaire. Et d'avoir cette alliance entre le ferroviaire et la voie d'eau, et cette complémentarité, elle est intéressante. Après, évidemment, en effet, hein, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la logique d'organisation des flux. C'est-à-dire que si avec le canal Seine-Nord, on arrive à faire bouger les lignes et à avoir une logistique organisée de manière massifiée, c'est bon pour le fluvial, c'est bon pour le ferroviaire, parce que lui aussi, il a besoin que l'organisation des flux soit massifiée, regroupée sur des terminaux. Et en l'occurrence, ces terminaux, ça peut tout à fait être des ports intérieurs. Et donc sur les 4 ports qui vont être construits sur le canal, et donc qui sont pilotés par les collectivités en termes de développement, eh bien, il y en a 2 d'entre eux, donc Nesle, et dans la Somme, et Cambrai-Marquion, donc dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, qui sont raccordés fer pour justement qu'il puisse y avoir cette synergie entre le fer et la voie d'eau. C'est comme ça que c'est prévu. Mais moi, le sujet auquel je crois beaucoup plus, je crois vraiment, hein, c'est cette histoire de réorganisation de la logistique. C'est-à-dire que faire le canal Seine-Nord-Europe, c'est amener les entreprises à repenser différemment leur logistique, à faire du regroupement, et y compris sur des marchandises générales. Hein. Encore une fois, peut-être tout à l'heure, je n'ai pas assez insisté, mais de l'ordre de 15 à 25% des flux du canal seront au fil du temps des marchandises conteneurisées, donc ça représente des volumes importants. Donc si, c'est pas une fatalité, hein. On peut gagner des parts de marché, y compris sur des marchandises générales conteneurisées, et le camion, lui, ce qu'il faut qu'il continue de faire, c'est d'aller du port à l'entreprise ou au distributeur, par exemple, qui est situé à Amiens, et le bateau, le camion, il va jusqu'à Nesle, et ensuite c'est repris de Nesle jusque Dunkerque, jusqu'au Le Havre. C'est ça qu'on voudrait vraiment faire, et qui, moi, je suis persuadé qu'il se passera. Il y a une deuxième question. Oui. Monsieur. Oui, moi, ma question, elle est... D'abord, vous n'avez pas donné de date de mise en service du canal. Première question, attendez la seconde. C'est la garantie du financement jusqu'à son terme. Parce que là, on est quand même dans un projet relativement coûteux, qui nécessite différentes interventions, mais on est quand même, dans des périodes de grande instabilité et je dirais de grands questionnements financiers. Donc, est-ce qu'on a la certitude que le projet sera amené à son terme dans les délais qui ont été fixés au départ? C'est l'objectif, hein, très très clairement. Alors, la mise en service, c'est entre 2030 et 2032. Voilà. J'étais à Lille lundi, on organisait une réunion à l'attention des entreprises de construction. On leur expliquait justement ces sujets d'allotissement des marchés, ces sujets des attentes du maître d'ouvrage vis-à-vis des retombées socio-économiques. Et il y avait eu plusieurs interventions lundi, une intervention de la Commission européenne qui a redit effectivement toute la priorité qui était donnée à ce projet. Il y a 3 grands projets finalement vraiment soutenus plus encore que tous les autres en Europe. Il y a 2 projets ferroviaires. En l'occurrence, c'est le Brenner, enfin Italie-Autriche. C'est un projet dans les pays baltes, donc là, à la fois donc, ferroviaire, hein, avec des enjeux aussi géopolitiques, hein, avec les pays baltes, et il y a le réseau Seine-Escaut qui est... Voilà. Donc ça, c'est très clair. Dans les priorités européennes, vous entendrez, si vous lisez le pacte vert européen, vous retrouvez le réseau Seine-Escaut comme un levier du pacte européen. 50% de financement, c'est quand même très très important, hein, y compris par rapport à des évolutions de coûts liées à l'inflation, des choses comme ça. Et l'Europe, elle sait comment c'est difficile de faire avancer les projets, elle sait qu'il y a des aléas et elle nous confirme systématiquement son soutien. Après, il y a une volonté qui a été affichée aussi par l'État. Ce projet, il a traversé les époques. Hein. Là, pour le coup, du point de vue politique, je vous ai parlé tout à l'heure de Jean-Claude Guessot, je vous ai parlé du quinquennat de François Hollande, je ne vous ai pas parlé de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, mais ils sont aussi venus, en tout cas pour le deuxième, sur le chantier. Aujourd'hui, nous avons le président Macron, il est venu à la signature de la convention de financement. Finalement, tous les pouvoirs qui ont été élus démocratiquement depuis quelques décennies en France ont soutenu le canal, donc il y a quand même une continuité de ce point de vue-là. Du point de vue régional, c'est pas un hasard si les collectivités ont pris la main parce qu'elles trouvaient à la fin des années 2010 que l'État, notamment sa haute administration, avait peut-être un peu le stylo qui
qui étaient un peu retenues. Et donc elles ont dit, attendez, nous, c'est la vision qu'on a de notre territoire, et ça fera le point sur le dernier aspect que je évoquerai rapidement, la directive régionale d'aménagement. C'est la vision qu'on a d'un territoire qui est en pointe de la transition écologique, qui veut concilier le développement économique, la réindustrialisation dont on a besoin, une meilleure organisation de la logistique à un endroit qui est stratégique d'un point de vue européen, mais pas en le faisant avec les outils d'aujourd'hui qui sont la route, mais en le faisant avec des modes massifiés, le fer et la voie d'eau avec le réseau Senesco. Donc laissez-nous les clés. Et donc Xavier Bertrand, qui s'est aussi exprimé encore lundi à la manifestation à laquelle je fais référence, eh bien c'est clairement un objectif. Et on avait vu lors des dernières élections régionales d'ailleurs que c'était assez partagé. Un mot vraiment pour finir, et je m'excuse auprès de Madame Campion qui intervient juste après en synergie puisqu'on travaille effectivement en partenariat avec l'Éducation nationale. Quelques mots quand même, même si je ne peux pas parler pour le compte de la région, mais sachez, je pense que ça vous intéressera, que la région donc déploie dans le cadre du prolongement de son schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, le fameux SRADET, adopté, même il a été révisé l'année dernière de mémoire, eh bien elle déploie une initiative qui s'appelle la démarche régionale d'aménagement Canal Seine-Nord-Europe pour penser et organiser de manière cohérente l'aménagement autour du canal. Donc la DRA, c'est quoi? Une stratégie partagée de développement des abords du canal, une vision des opportunités créées pour la voie d'eau et un document d'orientation non prescriptif, mais à l'attention des différents acteurs, des collectivités, des EPCI, des porteurs de projets. Là, je vous mets un peu en avant-première le sommaire de cette DRA qui va être adoptée, qui doit être approuvé cette année par les conseils régionaux. Il y a tout un volet diagnostic, et puis ensuite il y a 3 volets opérationnels, tout ce qui est les orientations. Donc là, c'est vraiment les grandes orientations, ce qu'on veut faire de ce canal Seine-Nord-Europe, en termes d'opportunités économiques, en termes de développement d'implantation logistique, mais en termes aussi de ligne de vie. Un canal, vous avez peut-être vu tout à l'heure les images, on peut se promener autour, on peut faire un certain nombre d'activités, et ça c'est assez essentiel. Ensuite, 7 séquences qui décrivent finalement secteur par secteur, donc là on est vraiment dans la géographie. Les 107 km ont été divisés par 7 séquences avec, vous voyez, les noms qu'ils leur ont donnés, le grenier du canal dans la Somme, le patrimoine et l'eau dans la vallée de l'Oise, la façade logistique quand on arrive dans le secteur du Cambrésis. Donc ça, effectivement, ça va décrire effectivement l'enjeu pour ces différents territoires. Et ensuite, 7 fiches thématiques qui sont clairement sur les filières et également sur les aspects du cadre de vie et de ce que peut apporter le canal au-delà des aspects purement économiques tels qu'on les entend. Quelques images donc de ce que sera cette DRA avec une très très large palette. C'est une belle cartographie d'ailleurs. Moi qui adore les cartes, j'ai beaucoup aimé le travail que la région a fait en la matière et je suis persuadé que vous aurez l'occasion de pouvoir avoir connaissance de ce document et ça sera un élément intéressant. Voilà. Bon, je passe à côté, c'est pourtant essentiel, mais des 6000 emplois du chantier, il y a énormément à dire. On pourra prolonger la discussion, tous les enjeux d'insertion, de formation, vous aurez la présentation et en tout cas, c'est dans cet esprit-là qu'on essaye de mener notre barque à un horizon donc 2030-2032 pour la mise en service du canal. Merci beaucoup de votre attention.